Le juge se pencha en avant, sa voix dégoulinant d'une suffisance définitive. Le témoin n'a fourni aucune preuve de compétence financière, ni, franchement, de réelle valeur dans le monde concret. Son témoignage est irrecevable. Mon père, Richard Dubois, un magnat immobilier impitoyable qui voyait les gens comme des actifs ou des passifs, hocha la tête en signe d'approbation depuis la table des plaignants. Un calme glacial m'envahit alors que je me penchai vers le micro, ma voix posée et tranquille. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, ma valeur réside dans l'évaluation des menaces. Par exemple, je comprends la signification du nom de code Vesper. La salle d'audience devint silencieuse. Le juge Carmichael, un vieil ami de mon père dont la loyauté était plus épaisse que ses recueils de lois, blême. Le sourire narquois sur son visage ne se contenta pas de s'effacer. Il fut balayé, remplacé par un masque de pure terreur alors que sa main se mit à trembler. Le marteau glissa de ses doigts, claquant contre le bois poli. « Comment connaissez-vous ce nom ?» bégaya-t-il, sa voix réduite à un murmure étouffé. Tout avait commencé 2 semaines plus tôt, dans cette même salle, lors de l'audience préliminaire. L'atmosphère était lourde de tension. Le litige portait sur l'héritage laissé par ma défunte mère. Mon père demandait au tribunal de placer l'intégralité de mon héritage dans un trust qu'il gérerait seul. Son argument était simple et humiliant. J'étais naïve, irresponsable et fondamentalement incapable de gérer mes propres affaires. Et le juge Carmichael, agissant moins comme un arbitre impartial que comme l'avocat personnel de mon père, était plus qu'heureux d'appuyer cette narration de mon incompétence. Il se moquait ouvertement de ma nature réservée et de ce qu'il appelait mon vague emploi subalterne au gouvernement. Je peux encore entendre son ton condescendant. Mademoiselle Dubois, votre père a bâti un empire. Vous, en revanche, semblez classer des dossiers. Ai-je bien compris? Le rire de mon père résonna dans la salle. Un son de victoire cruel. Je vis la sténographe tressaillir, ses doigts s'immobilisant au-dessus des touches. À cet instant, j'ajoutai cette humiliation au registre interne que je tenais, à côté des remises de diplômes manqués et des tapes condescendantes sur la tête lorsque j'essayais d'expliquer mon travail. Mais cette fois, c'était différent. Une colère froide et silencieuse commença à brûler à travers le brouillard des anciennes blessures. Ce n'était pas juste un autre dîner familial où je pouvais me replier sur moi-même, c'était une cour de justice. Ce n'était pas juste un commentaire méprisant, c'était un juge, enregistrant officiellement son mépris pour une employée fédérale afin de discréditer son témoignage avant même qu'il ne soit donné. Il était si sûr de son pouvoir, si certain de ma faiblesse, qu'il avait documenté sa propre partialité pour que le monde entier puisse la voir. Le rire de mon père emplit la salle d'audience. Il pensait que le juge lui avait offert la victoire sur un plateau d'argent. Il ignorait que le juge Carmichael venait de créer une trace publique de partialité judiciaire, me donnant des bases légales pour introduire des preuves issues d'un monde qu'il ne connaissait pas. Pour comprendre le piège que j'allais tendre, il faut comprendre les 2 vies que je menais. La perception que mon père avait de moi était une fiction soigneusement construite, une histoire qu'il se racontait et répétait à tout le monde, si souvent qu'elle était devenue leur réalité. Pour lui, je menais une vie petite et terne. Pour moi, je vivais une double vie. Et l'écart entre les deux était aussi vaste qu'un univers. Cela n'était jamais plus évident qu'aux réunions de famille, qui étaient moins des moments de connexion que des spectacles pour un public unique, mon père. Je me souviens du dernier Thanksgiving avec une clarté douloureuse. La maison était emplie de l'odeur de la dinde rôtie et de l'eau de Cologne coûteuse de mon père, une combinaison suffocante de confort et de contrôle. À la tête de la longue table en acajou trônait mon frère aîné, Marc, l'enfant prodige de la famille, dont le charme était aussi lustré que les chaussures de luxe que mon père lui achetait. Mon père se leva, un verre de vin à la main, pour porter un toast. Sa voix résonna de fierté alors qu'il détaillait le dernier exploit de Marc, la conclusion d'un bail commercial mineur pour l'entreprise. On aurait cru qu'il avait négocié la paix mondiale. La famille applaudit, les visages rayonnants. Ce n'était qu'un mardi comme un autre pour Marc. Mais mon père en faisait une victoire monumentale, une nouvelle brique dans l'héritage éclatant de son fils préféré. Plus tard, pendant un moment de silence dans la conversation, j'essayais de partager un morceau de ma propre vie. Je mentionnais discrètement que je venais de recevoir une citation d'excellence du directeur, une distinction importante dans mon domaine. Mon père, en pleine discussion sur les capitalisations boursières, s'interrompit.
Il se tourna vers moi et me gratifia de cette tape condescendante sur la tête. Réservée à une enfant qui rapporte un dessin au crayon. Oh, c'est merveilleux. Ma chérie, dit-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Une autre médaille pour ta collection. Puis il se retourna immédiatement vers les adultes et leur discussion importante, me rejetant complètement. La douleur fut vive et immédiate, une nouvelle entrée dans le long registre de 1000 coupures similaires. Quelques minutes plus tard, il me désigna en parlant à un cousin. Voilà notre petite agente fédérale, dit-il en riant, et la table rit avec lui. Un surnom mignon et inoffensif qui me donnait l'impression d'être en cage, réduisant tout mon univers à une plaisanterie. Maintenant, comparez ce souvenir avec ma réalité du lendemain. Je n'étais pas dans une salle à manger chaleureuse aux panneaux de bois. J'étais au cœur d'un skiff. Une installation d'information compartimentée sensible, c'est un endroit sans fenêtre, où le seul son est le bourdonnement sourd des serveurs. Et l'air a le goût d'une électricité froide et filtrée. Les murs sont conçus pour bloquer tout signal entrant ou sortant. Dans cette pièce, je n'étais pas la petite agente fédérale. Mon nom de code était Pathfinder et j'étais l'analyste principal de l'opération Crépuscule, une task force interagence ciblant un réseau de corruption financière internationale si vaste qu'il menaçait de déstabiliser des économies entières. Mon public n'était pas ma famille méprisante. C'était le directeur adjoint du renseignement national, le général Étienne. Un général 4 étoiles sévère qui commandait des armées et avait l'oreille du président. Il se tenait les bras croisés alors que je désignais un graphique complexe sur un grand écran, ma voix étant la seule dans la pièce. Je n'étais ni timide ni silencieuse ici. J'étais l'autorité. Les signaux d'interception confirment les rapports de Vesper, déclarai-je. Mon ton assuré et mesuré, les sociétés écrans utilisent le même canal crypté que le compte aux îles Caïmans. Nous avons un chemin clair vers la source. Je voyais les données non pas comme des chiffres, mais comme une narration de cupidité et de crime. Et mon travail était de la déchiffrer. Le général Étienne écoutait, ses yeux fixés sur l'écran, absorbant chaque mot. Il ne me tapait pas sur la tête, il ne me trouvait pas mignonne. Il hochait simplement la tête, la plus haute reconnaissance qu'un homme comme lui pouvait offrir, procédait au protocole de traçage. Mademoiselle Dubois, ordonna-t-il calmement. Mon bureau assurera la couverture. Dans cette pièce silencieuse et stérile, j'avais plus de pouvoir et de respect que mon père ou mon frère ne pourraient jamais comprendre. Je n'étais pas invisible ici. J'étais essentielle. C'était la dualité dans laquelle je vivais. L'abîme entre la fille que mon père voyait et la professionnelle que j'étais réellement. Et maintenant, dans cette bataille juridique, il essayait d'utiliser cette perception déformée comme une arme. Il osait se tenir devant le tribunal et invoquer la mémoire de ma mère, une femme d'une force discrète et d'une intelligence féroce qu'il avait systématiquement sous-estimée tout au long de leur mariage. Les arguments de son avocat étaient remplis de phrases comme « honorer ses souhaits ». Mais je connaissais la vérité. Il déformait sa mémoire pour en faire un outil de sa propre cupidité. Ta mère savait que tu ne pouvais pas gérer ce genre de pression, Sarah, m'avait-il dit avec une fausse sollicitude avant le début de l'audience. Elle voudrait que je te protège, que je protège son héritage de ton instabilité. Le mot flottait dans l'air. Un choix délibéré et cruel. Il me dépeignait comme fragile, brisé. Tout cela pour mettre la main sur ce qui me revenait de droit. Il ne protégeait pas son héritage. Il essayait de le voler, tout comme il avait tenté d'étouffer son esprit lorsqu'elle était en vie. Pendant toute ma vie d'adulte, j'avais gardé mes deux mondes séparés pour protéger ma famille de ma réalité. Maintenant, pour protéger l'héritage de ma mère de ma famille, j'allais devoir les fusionner. Ils ne comprenaient que le langage de l'argent et du pouvoir. Il était temps que je leur montre ce qu'était le véritable pouvoir. Ce soir-là, de retour dans mon appartement stérile qui ressemblait plus à une vieille caserne qu'à un foyer, la honte brûlante de la salle d'audience se transforma en autre chose. Elle devint une résolution froide et dure. Les plaidoyers émotionnels que j'avais répétés dans ma tête, les arguments sur l'équité et les véritables souhaits de ma mère, étaient inutiles, de la poussière dans le vent. Mon père et le juge Carmichael opéraient dans un monde de leviers et de failles juridiques. Pas d'amour et de respect. Tenter de toucher leur cœur, c'était comme essayer de convaincre une feuille de calcul, il n'y avait rien là-dedans. Alors, je pris une décision. Je ne les combattrai pas sur leur champ de bataille émotionnel, un terrain qu'ils avaient miné pendant des années. Je ne chercherai pas à convaincre le juge de ma valeur, je le forcerai à la reconnaître.
Mon objectif n'était pas la vengeance, pas au sens où mon père l'aurait compris. C'était plus simple. C'était une correction procédurale. J'utiliserais les règles de son propre système, les lois même qu'il avait juré de faire respecter, pour rendre ma position incontestable et la sienne intenable. Le lendemain matin, je m'assis avec mon avocate, une femme discrète mais perspicace qui comprenait l'importance de la discrétion. Nous rédigeâmes une requête. Elle n'était ni agressive ni accusatrice. En surface, c'était une simple demande formelle, le genre de paperasse ennuyeuse qui encombre le système judiciaire. Nous demandions à introduire un dossier fédéral scellé comme preuve de mes responsabilités professionnelles et de ma capacité de caractère. Plus précisément, le dossier 71 CR 34, désigné Opération Crépuscule. Cela ressemblait à une tentative désespérée, mais je savais que ce numéro de dossier, une fois entré dans le système du tribunal, déclencherait des alarmes silencieuses jusqu'au sommet de la chaîne de commandement du ministère de la Justice. C'était un fil numérique tendu, pour être certaine. Je passais un appel. J'utilisais une ligne sécurisée pour contacter un agent de liaison du service juridique de mon agence. Je ne demandais ni faveur ni contournement des règles. Je posais une seule question procédurale précise. Si un juge présidant une affaire civile était nommé comme personne d'intérêt dans une enquête fédérale scellée, demandai-je, ma voix stable, quel est le protocole pour un témoin ayant une connaissance directe de cette enquête? La réponse de l'avocate fut nette et immédiate, dénuée de toute émotion. Le témoin est tenu de signaler le potentiel conflit d'intérêts. Mademoiselle Dubois, ne pas le faire est une violation du Code fédéral. Votre requête pour introduire le dossier était la première étape correcte et nécessaire. Le système prendra le relais. Le piège était légal, éthique et parfait. Et il était en place. La requête fut déposée. Une bombe numérique envoyée par les canaux officiels. Mon père et le juge Carmichael y verraient une manœuvre désespérée et amateur. Ils ignoraient qu'ils ne recevaient pas simplement une notification légale. Ils étaient convoqués dans mon monde. Le jour de l'audience finale semblait chargé d'une pression atmosphérique différente. L'air dans la salle d'audience était fin et coupant, chargé d'une tension que je semblais être la seule à pleinement percevoir. Mon père, Richard, était assis à sa table, projetant une aura de confiance absolue et inébranlable. Il croisa mon regard lorsque j'entrai et me lança un regard lent et apitoyé. Le genre de regard que l'on adresse à un animal blessé que LS. Système, voici la suite de la traduction complète en français standard, adaptée pour un public francophone natif, avec les unités de mesure, les devises et les noms propres ajustés pour refléter un contexte français authentique, le ton. Le style et la signification originale sont préservés. Il attrapa mon regard en entrant et me lança un regard lent, empreint de pitié. Celui qu'on adresse à un animal blessé sur le point d'être abattu. Il voyait ma requête d'introduire des preuves comme un acte pathétique et désespéré. Il pensait qu'il allait assister à mon humiliation publique finale. Je le laissais y croire. Qu'il savoure ses derniers instants dans le monde qu'il pensait contrôler. Le juge Carmichael était déjà sur son banc, tenant les pages de ma requête entre son pouce et son index comme si elles étaient contaminées. Il irradiait une irritation si profonde qu'elle en était presque théâtrale. Il était un roi dans ce petit royaume de la salle d'audience, et j'étais une paysanne osant remettre en question son décret. Il s'éclaircit la gorge, laissant le silence s'étirer pendant un temps inconfortablement long avant de commencer. Sa voix dégoulinant d'un sarcasme si épais qu'on pouvait presque le goûter. « Mademoiselle Dubois », commença-t-il, jetant un regard complice à mon père avec un sourire narquois. Le tribunal a reçu votre requête inhabituelle. Il marqua une pause pour les faits, avant que je la rejette comme le document frivole qu'elle est manifestement. Pourriez-vous peut-être expliquer à la Cour ce qu'une analyste subalterne pourrait bien savoir sur une affaire fédérale scellée? Il fit un clin d'œil, un geste minuscule, presque imperceptible, mais c'était un signal à mon père que la partie était déjà gagnée. Mon avocate se tendit à côté de moi, mais je posai une main apaisante sur son bras et me levai. Je marchais vers le banc des témoins avec des pas délibérés et mesurés. Je sentais tous les regards sur moi. Celui de mon père, plein de pitié arrogante, celui du juge, plein de mépris. Il s'attendait à ce que je bafouille, que je pleure, que je m'effondre sous le poids de leur autorité. Je ne fis rien de tout cela. Je m'assis simplement, ajustai le micro et attendis qu'il finisse sa performance. Il prit mon silence pour de la peur. C'était de la concentration. Le juge se pencha en avant, prêt à porter le coup fatal.
Eh bien, mademoiselle Dubois, la cour attend. Je regardais au-delà de mon père, au-delà des avocats, et fixais directement le juge Carmichael. Ma voix, quand je parlais, n'était pas forte, mais elle résonna dans la salle silencieuse avec une clarté absolue. Je n'étais pas seulement analyste pour l'opération Crépuscule, monsieur le juge. Le sourire du juge vacilla une fraction de seconde. Une petite fissure dans sa façade parfaite de contrôle. Une lueur de confusion traversa son visage. J'étais la gestionnaire de l'actif. Terminai-je. L'atmosphère changea. La confiance dans la posture du juge s'effrita légèrement. Il n'était plus en train de jouer pour la galerie. Il écoutait. Il était hors script maintenant. Essayant de traiter cette nouvelle variable, il croyait encore que je bluffais, que j'avais choisi un titre au hasard pour me donner de l'importance. Il tenta de reprendre le contrôle, d'exposer mon mensonge. Sa voix était plus tranchante maintenant. Une arme plutôt qu'un jouet. La gestionnaire de qui? Insista-t-il. Les yeux plissés. Vous ne pouvez pas lancer des titres comme ça dans mon tribunal. Jeune fille, nommez l'actif. C'était le moment, l'aboutissement d'une vie entière à être sous-estimée, la dernière entrée dans mon registre interne. Je soutins son regard, refusant de détourner les yeux. Je laissai le silence peser dans l'air, une couverture lourde d'anticipation. Puis, je me penchai vers le micro. J'étais la gestionnaire de l'informateur confidentiel principal, dis-je, ma voix baissant légèrement. Le forçant à se pencher pour m'entendre, celui dont le témoignage a formé la base de toute l'enquête, je fis une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. Vous le connaissez peut-être sous son nom de code, Vesper. Cela se passa comme dans l'introduction. Le sang se vida du visage du juge Carmichael, laissant un masque gris cireux de pure terreur. Son souffle se bloquait. Ce n'était pas juste un nom pour lui. Vesper n'était pas juste un informateur. C'était son propre conseiller financier personnel, l'homme en qui il avait confiance pour ses secrets les plus sombres, le même homme qu'il avait personnellement recommandé à mon père et à une douzaine de leurs autres amis puissants et corrompus. À cet instant, le juge comprit tout. Il comprit que la femme discrète et inutile au banc des témoins ne connaissait pas seulement l'enquête. Elle tenait les clés de l'acte d'accusation scellé contre lui. Le visage de mon père était une toile d'horreur lente et namée. Il regarda le juge avec une expression de choc, puis moi, son regard passant de la peur à la compréhension, les rouages tournés dans son esprit. Vespre, son conseiller financier, un informateur fédéral. Le nom signifiait que ses propres comptes soigneusement cachés, ses affaires douteuses, tout son empire fragile, était désormais le sujet principal d'une vaste enquête fédérale sur la corruption. Sa puissance, son argent, son héritage, tout était compromis. Comme sur un signal, deux individus à l'allure sévère en costumes sombres impeccables, qui étaient restés assis discrètement au dernier rang, se levèrent. Ils n'étaient pas théâtraux, ils étaient simplement présents. Et leur présence était un signal que les règles du jeu venaient de changer irrévocablement. Mon père avait passé sa vie à construire du pouvoir avec de l'argent et de l'influence. En fin de compte, il n'a fallu qu'un seul mot, un seul nom de mon monde, pour faire s'effondrer tout son royaume. Le silence qui suivit l'énonciation de ce nom était plus profond qu'un cri. C'était un vide, aspirant tout l'air et l'arrogance de la salle. Les deux hommes en costume se déplacèrent avec une efficacité silencieuse, bien plus terrifiante qu'une démonstration de force ostensible. Ils ne couraient pas. Ils marchèrent simplement vers le côté du banc et eurent une conversation intense et discrète avec l'huissier. Il n'y avait ni menottes, ni scène dramatique, juste le démantèlement calme et méthodique de l'univers d'un homme. Le juge Carmichael, paraissant 10 ans plus vieux qu'il ne l'était 10 minutes auparavant, se leva sur des jambes tremblantes. Il ne pouvait pas me regarder. Il ne pouvait pas regarder mon père. Il fixait simplement le mur derrière la galerie, son visage un mélange de honte et de terreur. Il annonça sa récusation en raison d'un conflit imprévu, sa voix rauque et brisée, puis il se tourna et entra dans ses appartements. Ce n'était plus un juge, mais un homme vaincu, s'éloignant pour affronter son destin. Je regardais mon père, Richard. Il restait seul à sa table, un capitaine sur un navire déjà coulé. Ses avocats coûteux lui chuchotaient frénétiquement. Mais il n'écoutait pas. Il fixait simplement la chaise vide du juge. L'ampleur de sa catastrophe commençant enfin à se dessiner. Je me levai, mon avocate me serrant le bras d'un petit geste triomphant, mais je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais calme, la bataille était terminée.
Je sortis de la salle d'audience sans un seul regard en arrière. L'héritage, l'argent, la raison même du procès. Tout était sécurisé. Mais cela avait cessé d'être le véritable enjeu depuis longtemps. Je ne partais pas avec une victoire. Je partais avec ma liberté. 1 an plus tard, la vue depuis mon bureau est différente. Je ne donne pas sur une rue de banlieue, mais sur le vaste paysage de Paris, la capitale française. L'air ici est différent aussi. C'est l'air des conséquences, de la responsabilité. La plaque sur ma porte est simple, gravée de lettres nettes. Sarah Dubois, chef de section, financement du terrorisme, un titre que j'ai gagné. Pas qu'on m'a donné. J'étais en plein milieu d'un briefing pour ma nouvelle équipe, un groupe d'analystes brillants et ambitieux, décrivant un réseau complexe d'argent noir circulant en Europe de l'Est. Ma voix était celle que j'avais trouvée dans le skiff, confiante, autoritaire et respectée. Je naviguais dans les données avec une aisance née de les vivre et de les respirer. Depuis le fond de la salle, le général Étienne, le directeur adjoint lui-même, observait. En terminant ma présentation, il me fit un hochement de tête subtil, presque imperceptible. C'était plus précieux que n'importe quel héritage. C'était une reconnaissance. C'était du respect. Après le briefing, mon équipe ne se dispersa pas. Ils se rassemblèrent autour de la table de briefing, posant des questions pertinentes, débattant des méthodologies et faisant même quelques blagues internes auxquelles j'étais désormais initiée. Il y avait une camaraderie facile ici, un courant de respect mutuel qui circulait entre nous tous. Nous étions une équipe, liée non par une obligation dysfonctionnelle ou un nom de famille commun, mais par un objectif commun. Ces gens étaient ma véritable famille, une famille que j'avais choisie et qui m'avait choisi en retour. C'était l'héritage que ma mère aurait voulu pour moi, pas celui de la richesse, mais celui de la valeur. Une vie construite sur la compétence et la contribution, entourée de gens qui me voyaient exactement pour ce que j'étais. Plus tard cet après-midi-là, de retour à mon bureau, une notification d'email apparut sur mon écran. L'expéditeur était un fantôme de ma vie passée, mon père, Richard. L'objet du message n'était que 2 mots. Appelez-moi. Pendant un long moment, je le fixais il y a 1 an. Cet email aurait provoqué un choc d'anxiété ou de colère en moi. Cela aurait signifié une nuit sans sommeil, une tempête d'émotions conflictuelles. Maintenant, je ne ressentais rien. C'était comme regarder un artefact d'une guerre oubliée. Son pouvoir sur moi avait disparu. Le temps des mots, des explications, des excuses qui n'auraient jamais été sincères étaient révolues. Ma paix n'était plus une négociation. C'était un fait. Je déplaçais mon curseur sur le message et, sans l'ouvrir, je fis un clic droit et sélectionnai « Arrive ». Le message disparut. Je tournai ma chaise vers le grand écran lumineux affichant une matrice mondiale des menaces, un monde de problèmes complexes à résoudre, mon travail, mon but, ma paix. Mon père croyait qu'un héritage était un nom que l'on mettait sur un bâtiment. J'ai appris qu'un véritable héritage est un nom murmuré avec crainte par les corrompus et avec respect par ceux que vous protégez.